Monsieur, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Retour sur la plénière de l'Assemblée nationale avec le rejet de la motion de censure déposée par l'opposition. L'homme de la rue s'est prononcé. Vous entendrez également l'avis de l'analyste politique Mamles Camara. Notre dossier du jour porte sur le nouveau code des impôts. Prétexte l'adoption ce matin par l'Assemblée nationale de ce nouveau code. Autorités, syndicalistes et patronat apprécient. Tout d'abord, le communiqué du Conseil des ministres, communiqué lu par Alassane Sissé. Le dernier Conseil des ministres de l'année s'est tenu le jeudi 27 décembre 2012 au Palais de la République sous la présence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a tenu à féliciter le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour la confiance renouvelée de l'Assemblée nationale à la suite du rejet de la motion de censure présentée par l'opposition parlementaire. Le chef de l'État s'est également réjoui de la maturité politique de notre système démocratique que la majorité a joué dans les débats à travers le vote qui a sanctionné la dite motion. Le président de la République a engagé le gouvernement à rester debout en toutes circonstances et à maintenir le cap sur le chemin du redressement économique et moral du pays. Dans cet esprit, le chef de l'État a invité chaque ministre à élaborer dans son département une stratégie, un plan de communication rigoureux et efficace destiné à l'information correcte de l'opinion nationale sur les réalisations du gouvernement. Au titre de sa communication au Conseil, le président de la République a aussi évoqué la problématique des eaux pluviales qui se pose de plus en plus avec acuité, surtout à la suite du dernier hivernage marqué par une abondante pluviométrie. Le chef de l'État a relevé à ce sujet le manque de cohérence et de lisibilité du cadre institutionnel dédié à la gestion de ces eaux ainsi que l'insuffisance des ressources affectées à cet effet au regard des enjeux et défis de cette question, surtout en milieu urbain. Il y a donc lieu à indiquer le président de la République de doter le Sénégal d'un véritable dispositif opérationnel de gestion convenable des eaux pluviales. Le chef de l'État a ainsi invité le Premier ministre à élaborer une stratégie visant une meilleure rationalisation des interventions dans ce secteur, dont les principaux acteurs sont l'Office national d'assainissement du Sénégal, ONAS, le programme de construction de logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles, les collectivités locales concernées et l'Agence de développement municipal. Dans le même cadre, le président de la République a demandé au Premier ministre de mettre en place, sous la forme d'un observatoire, un mécanisme d'évaluation et de suivi du risque inondation et de proposer une formule de financement pérenne et non aléatoire des coûts d'exploitation des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Clôturant ce sujet, le chef de l'État a instruit le Premier ministre d'initier la création d'un fonds destiné à l'assainissement et dont le financement pourrait être assuré à partir de 3 sources que sont le fonds d'entretien routier, le fonds de dotation à la décentralisation et les ressources propres des collectivités locales concernées. Abordant le troisième volet de sa communication, le président de la République a soulevé la question de la redynamisation de la politique portuaire du pays en invitant le Premier ministre à lui soumettre un plan d'action approprié pour rendre effectif le chantier de la modernisation des infrastructures portuaires ainsi que celui du développement accru du trafic autour de Dakar. S'agissant des entreprises en difficulté, dernier point de son intervention, le chef de l'État a déploré le fait que de nombreuses sociétés soient à l'arrêt ou fonctionnent au ralenti. Une situation qui occasionne aussi bien des pertes d'emplois qu'elle engendre une contre-performance pour la production nationale et une baisse en volume des exportations. À ce titre, le président de la République a demandé au Premier ministre de procéder d'ici le 28 février 2013 en relation avec les acteurs du secteur privé à un recensement exhaustif des entreprises en difficulté, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la pêche, des technologies de l'information, de la communication et du tourisme. Il a également chargé d'étudier la mise en œuvre rapide d'un plan de relance en faveur des entreprises à l'arrêt ou fonctionnant au ralenti. À la suite du chef de l'État, le Premier ministre a rendu compte au Conseil des activités gouvernementales de la semaine, en insistant en particulier sur l'examen de la motion de censure déposée contre son gouvernement par l'opposition parlementaire. Le chef du gouvernement a indiqué qu'au-delà du démantèlement des fausses accusations portées contre sa personne par l'opposition parlementaire, sa présence devant la représentation nationale a surtout été l'occasion pour lui
d'insister sur les ruptures fondamentales en matière de gouvernance initiées par le chef de l'État depuis le 25 mars 2012. Il s'agit ni plus ni moins à préciser le Premier ministre que d'un vaste chantier d'assainissement de la vie publique qui devrait permettre une réconciliation des gouvernants avec les valeurs d'éthique, de responsabilité, de transparence et de culte de l'effort. Le Premier ministre a tenu à remercier tous les membres du gouvernement qui ont donné en rang serré la preuve de leur engagement à ses côtés pour donner corps aux orientations politiques définies par le chef de l'État. Il a également salué l'action vibrante de la majorité parlementaire qui a manifesté de manière résolue tout son soutien à l'action de l'État et défendu avec foi la politique de redressement mise en œuvre sous l'autorité du chef de l'État par le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point sur les différentes crises politico-militaires qui secouent le continent. Le ministre des Infrastructures et des Transports a tenu le Conseil de l'État des équipements et des transports ferroviaires au Sénégal et a informé sur les mesures envisagées pour la relance du secteur ferroviaire. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a présenté au Conseil un document de politique générale qui va régir son département au cours des prochaines années. Le document établit un diagnostic complet du secteur avec un état des lieux, notamment sur les types de pathologies les plus courantes, les indicateurs de santé, les médicaments, les infrastructures, les équipements et sur les ressources humaines. Le document propose ensuite une analyse des enjeux et défis qui se posent au secteur. Une série de mesures et d'actions seront engagées au cours des années prochaines, 2012-2015, dans la perspective indiquée par le gouvernement du Sénégal et par le chef de l'État quand il déclarait dans son premier discours à la nation du 3 avril 2012 que la santé est la mère des richesses. Il n'est de développement sans amélioration significative du niveau général des indicateurs de santé d'une population, a soutenu le ministre de la Santé et de l'Action sociale. À la suite de la présentation de la nouvelle politique sanitaire, le chef de l'État est intervenu pour féliciter le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour la qualité de son document et sa présentation pédagogique et didactique. Le Conseil a discuté et adopté le document stratégique. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Cheikh Issa Sall, magistrat à la Cour des comptes, matricule de solde numéro 604-138D, est nommé secrétaire général de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. M. Mor Diouf, inspecteur principal du Trésor, précédemment conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, matricule de solde numéro 518-380Q, est nommé coordonnateur de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor en remplacement de M. Cheikh Tidiane Diop, appelé à d'autres fonctions. Dr Daouda Faye, chirurgien dentiste, maître de conférences agrégé en santé publique, matricule de solde 608-397M, précédemment chef de la division santé bucco-dentaire, est nommé directeur de l'École nationale de développement sanitaire et social ENDSS. Pour la nomination du gouverneur, M. Lamine Sagna, administrateur civil, principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 378-225A, précédemment gouverneur de la région de Matam, est nommé gouverneur de la région de Louga en remplacement de M. Moubarak Sek, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Cheikh Khan, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 378-193I, précédemment gouverneur de la région de Sédhiou, est nommé gouverneur de la région de Matam en remplacement de M. Lamine Sagna, appelé à d'autres fonctions. M. Ange Faye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 378-195G, précédemment préfet du département de Louga, est nommé gouverneur de la région de Sédhiou en remplacement de M. Cheikh Kanyan, appelé à d'autres fonctions. Au titre de nomination de préfet, M. Mortal Tine, administrateur civil, matricule de solde numéro 616-322E, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Médina Yoro Foulah en remplacement de M. Ibrahim Fall, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahim Fall, administrateur civil, matricule de solde numéro 606-925Z, précédemment préfet du département de Médina Yoro Foulah, est nommé préfet du département de Kanel en remplacement de M. Abdou Khadr Ndiaye, appelé à d'autres fonctions.
M. Abdou Khadir Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 514-529D, précédemment préfet du département de Kanel est nommé préfet du département de Bunkiling en remplacement de M. Christian Diatta, appelé à d'autres fonctions. M. Christian J.T. Diatta, administrateur civil, matricule de solde numéro 518-678E, précédemment préfet du département de Bunkiling est nommé préfet du département de Salémata en remplacement de M. Saïd Dia, appelé à d'autres fonctions. M. Saïd Dia, administrateur civil, matricule de solde numéro 515-927E, précédemment préfet du département de Salémata est nommé préfet du département de Ziguinchor en remplacement de M. Gorgui Mbaye, appelé à d'autres fonctions. M. Gorgui Mbaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 510-411Z, précédemment préfet du département de Ziguinchor est nommé préfet du département de Kébémer en remplacement de M. Souleymane Cissé, appelé à d'autres fonctions. M. Souleymane Cissé, administrateur civil, matricule de solde numéro 500-732A, précédemment préfet du département de Kébémer est nommé préfet du département de Fatick en remplacement de M. Lazare Banouman Kenny, appelé à d'autres fonctions. M. Lazare Banouman Kenny, administrateur civil, matricule de solde numéro 602-563F, précédemment préfet du département de Fatick, est nommé préfet du département de Oussy en remplacement de M. William Manel, appelé à d'autres fonctions. M. William Manel, administrateur civil, matricule de solde numéro 604-135G, précédemment préfet du département de Oussy, est nommé préfet du département de Thiès en remplacement de M. Tierno Ahmed Babali, appelé à d'autres fonctions. M. Tierno Ahmed Babali, administrateur civil, matricule de solde numéro 517-881J, précédemment préfet du département de Thiès, est nommé préfet du département de Kaffrine en remplacement de M. Maguette Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Maguette Diallo, administrateur civil, matricule de solde numéro 378-206D, précédemment préfet du département de Kaffrine, est nommé préfet du département de Tivaouane en remplacement de M. Mohamed Mahmoud Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Demba Touré, administrateur civil, matricule de solde numéro 608-596L, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Goudomp en remplacement de M. Amadou Sakho, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Sakho, administrateur civil, matricule de solde numéro 375-575B, précédemment préfet du département de Goudomp, est nommé préfet du département de Malem Odar en remplacement de M. Omar Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Omar Diallo, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 378-871D, précédemment préfet du département de Malem Odar est nommé préfet du département de Louga en remplacement de M. Ange Faye, appelé à d'autres fonctions. M. Jean-Baptiste Colly, administrateur civil, matricule de solde numéro 508-335H, précédemment préfet du département de Bignona, est nommé préfet du département de Bakel en remplacement de M. Amadou Matar Sissé, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Matar Sissé, administrateur civil, matricule de solde numéro 519-795J, précédemment préfet du département de Bakel, nommé préfet du département de Sédhiou en remplacement de M. Mohamedou Watt, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Watt, administrateur civil, matricule de solde numéro 519-025J, précédemment préfet du département de Sédhiou, est nommé préfet du département de Saraya en remplacement de M. Papa Demba Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Papa Demba Diallo, administrateur civil, matricule de solde numéro 513-117Z, précédemment préfet du département de Saraya, est nommé préfet du département de Ranérou en remplacement de M. Farisei, appelé à d'autres fonctions. Enfin, M. Farisei, administrateur civil, matricule de solde numéro 510-493F, précédemment préfet du département de Ranérou, est nommé préfet du département de Bignona en remplacement de M. Jean-Baptiste Colly, appelé à d'autres fonctions.
Alassane Cissé, merci. C'était là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 27 décembre 2012 au Palais de la République. La suite de l'actualité, le président de la République a reçu cet après-midi le ministre mauritanien de l'hydraulique et de l'assainissement, Mohamed Lamine Cheikh Mohamed Fadel, et porteur d'un message de son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Nous l'écoutons donc au micro de Pape Béram Biguendiaï. J'ai l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à qui j'ai lui transmis un message de son frère, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, relatif aux relations d'amitié, de fraternité qui unissent nos deux pays. Et vous savez, ces relations sont ces relations séculaires de sang, de coopération et d'amitié. Le président, j'ai trouvé auprès du président la ferme volonté de développer et de raffermir ces liens. Aussi, le président m'a chargé de transmettre ses meilleurs vœux, ses salutations les plus chaleureuses à son frère Mohamed Ould Abdelaziz. Je vous remercie. Cap sur la place Soweto, c'est pour parler de l'Assemblée nationale et de ses députés qui n'ont pas voté la motion de censure déposée par l'opposition à l'issue d'une plénière houleuse et passionnée. Le texte a été rejeté par la majorité des députés. La synthèse de Ousmane Ngarifaye. C'est un standing ovation de la majorité au moment où il boucle sa réponse. S'ensuit le vote. 76 voix recherchées pour faire adopter la motion. À l'issue du dépouillement, le président ne perd pas de temps pour annoncer les résultats. Voici les résultats du scrutin. La majorité requise est de 76 votes favorables. On voté pour la motion 14. La loi ne prévoit que l'annonce des voix qui ont soutenu la motion de censure. En conséquence de quoi, l'Assemblée nationale n'a pas adopté la motion de censure. Seules 14 voix favorables. Abdoulmaï reste au poste. Ainsi prend fin un marathon parlementaire pour le moins éprouvant. Retour sur une après-midi qui a replongé l'hémicycle dans l'ère de débat houleux. Jeudi 3 janvier 2013, M. Abdoulmaï est appelé à la barre comme témoin ou complice par l'État tchadien ou les partis civils. Ceux qui s'attendaient au procès de Hissène Habré, assistent au procès du Sénégal et de son Premier ministre. Quelle honte pour le Sénégal. Chers collègues, vous pouvez éviter au Sénégal cette humiliation en votant cette motion de censure. Au cœur de cette motion, l'affaire Hissène Habré, mais pour la majorité, l'acte de l'opposition relève de la pure diversion. Ici, il tente d'effacer dans la conscience des Sénégalais le bilan désastreux d'Abdoulaye Wade. 12 ans de népotisme, 12 ans de concussion, 12 ans de prévarication, 12 ans de détournement des deniers publics. C'est ça les dégâts qui sont causés à ce pays et c'est ça votre mission de les réparer. Entre attaque, contre-attaque, invective, le président a dû intervenir par 3 fois, interrompre la séance, faire évacuer même une partie de la tribune, taper du gong, façon de rappeler les dispositions réglementaires de l'hémicycle. Je veux rappeler aux députés qu'il leur est demandé instamment d'éviter d'interrompre les orateurs. Le calme revenu, le Premier ministre prend enfin la parole et rejette en bloc les accusations portées contre lui. La motion de censure qui nous vaut d'être réunis aujourd'hui n'a qu'un seul but: détourner l'attention des Sénégalais de l'entreprise d'assainissement de la vie publique qui est en cours, tout en tentant de ralentir les efforts de l'État dans ce sens. Il n'aura échappé à personne que le dépôt de cette motion
coïncide avec le lancement de la phase active des investigations visant à faire la lumière sur des actes de pillage des ressources publiques dans l'objectif de rendre au peuple les biens dont il a été spolié. La 12e législature rejette ainsi la 5e motion de censure du Sénégal indépendant. Les libéraux ne veulent pas de la politique de rupture et de transparence imposée par le président Macky Sall. C'est en substance les propos du Premier ministre Abdoul Mbaye qui n'hésite pas à parler de gabegie en parlant de l'ancien régime. Je n'ai pas commis de faute sur cette affaire. Après, nous écoutons le Premier ministre. Chaque jour, des centaines de clients ouvrent des comptes, nouent des relations auprès de banques. Chaque ouverture de compte n'est pas une opération suivie par le directeur général de la dite banque. La qualité du client peut par contre justifier que le directeur général de l'établissement porte un intérêt particulier à l'opération. Ce fut pour moi le cas de l'ex-président du Tchad, Hissène Habré. Il avait quitté le Tchad, il y a de cela plus de 20 ans, il avait été accueilli par le Sénégal qui lui avait accordé l'asile, il avait le statut d'ancien président de la République. Je pris toutes les précautions d'usage en la matière. J'en ai informé les autorités. J'ai interrogé une banque correspondante de la CBAO au Tchad pour en connaître davantage sur l'origine des fonds à placer en dépôt. J'ai ensuite autorisé l'opération sans aucune réserve. Tels sont les faits et les précisions déjà données dans une sortie publique précédente. Je les assume totalement et entièrement. Je suis d'autant plus à l'aise qu'aucune faute professionnelle, encore moins pénale, n'a été commise. Venons-en à présent à l'essentiel. Aux raisons profondes pour lesquelles l'opposition et certains députés non inscrits ne veulent pas que notre gouvernement poursuive la mise en œuvre de la politique définie par M. le Président de la République, Macky Sall. Le 25 mars 2012, les Sénégalais ont décidé que ceux qui présideront aux destinées de ce pays devront désormais être exclusivement au service de l'intérêt général. Ils ont décidé de mettre fin à l'arrogance et à la gabégie pour que règne en maître l'éthique, l'humilité et le sens des responsabilités dans la gestion publique. Les auteurs de cette motion de censure, qui cherchent à nous faire tomber, ne veulent certainement pas de cela. Ils ne veulent pas des ruptures réelles et profondes qui sont à l'œuvre. Ils ne veulent pas de la première rupture qui tient dans l'attitude, car la bonne gouvernance est d'abord affaire de comportement personnel. Ils ne veulent pas voir l'État montrer le bon exemple, parce que celui qu'ils ont laissé serait jugé mauvais, d'abord en termes de sobriété, car nous avons hérité d'une situation financière et budgétaire tout simplement catastrophique. C'est sous ce prisme qu'il faut lire les importants efforts de réduction du train de vie de l'État, qui partent en premier lieu de ce qui peut ressembler à des détails, mais qui ont leur importance. Je parle de la gabégie dans les dépenses de téléphone. Je parle de la boulimie des voyages, des jets privés que l'on payait chaque année plusieurs milliards de francs CFA, les voyages en première classe. Je parle des structures administratives qu'on multiplie au mépris de toute rationalité gestionnaire. Tout cela appartient désormais au passé. Et au-delà du symbole d'un État efficient que nous voulons rétablir, ça nous a quand même permis d'économiser au passage, sur les quelques mois qui restaient, 35 milliards de francs CFA. Ils sous-estiment la volonté du gouvernement d'aller jusqu'au bout de ce combat pour la transparence dont l'a chargé le président de la République. Ils n'ont pas encore pris la mesure de l'abnégation de Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que je félicite au passage et à qui je renouvelle mon soutien total. Ils n'ont toujours pas compris
qu'il existe dans ce pays un appareil judiciaire compétent et efficace qui, lorsque l'État veut bien lui en donner les moyens, est capable de mettre à nu la face sombre des personnes qui se sont enrichies de manière illicite. Vous le constatez, le président Macky Sall et sa majorité sont arrivés à temps pour sauver le Sénégal. Pour sauver le Sénégal d'opérations telles que l'organisation du FESMAN, qui a englouti 74 milliards de nos propres ressources, sans compter l'appui financier des pays amis non retracés dans le budget. Au profit de qui, se demandent les Sénégalais? Le Premier ministre Abdoul Mbaye devant les députés, c'était hier. À l'issue du rejet justement de la motion de censure, des parlementaires se sont exprimés pour dénoncer cette défiance des libéraux, même s'ils acceptent que la Constitution leur permet de déposer une motion de censure. Nous les écoutons. Pour la motion de censure, il s'agit de ce qu'on appelle à l'école, même à l'école primaire, hors sujet. Donc 0 pointé devraient obtenir les députés libéraux. Pourquoi? Il n'a jamais été reproché à M. Hissène Habré, ancien chef d'État du Tchad, d'avoir volé, escroqué ou détourné de l'argent du Tchad. Jamais, jusqu'au moment où je vous parle, aucune plainte n'a été formulée, déposée contre M. Habré pour réclamer les sous qu'il a déposé à la banque de M. Abdoul Mbaye. Donc dire que M. Mbaye doit démissionner parce que le procès d'Habré est imminent et il pourrait être cité comme témoin, je dis, c'est être malhonnête et c'est vouloir tromper l'opinion. Profiter de cette occasion pour des députés ou bien qui ont eu à occuper des responsables étatiques, moi je crois quand même que c'est un peu déplorable. Pour la bonne simple raison que ceux qui sont à l'origine de cette procédure mettant en cause notre Premier ministre, ce prétexte quand même d'appliquer une disposition que la Constitution permet quand même, sont bien quand même censés connaître les principes généraux du droit. Voilà, les Sénégalais apprécient diversement la motion de censure déposée contre donc le Premier ministre Abdoul Mbaye. Pour certains, l'image de la démocratie gagne des points, alors que pour d'autres, donc les priorités sont ailleurs. C'est un constat donc dans les rues de Dakar. En plus de cela, nous sommes allés prendre l'avis d'un analyste politique, Mamles Camara. En l'occurrence, c'est un reportage de Ibrahim Mboupa. La motion de censure déposée contre le gouvernement d'Abdoul Mbaye est à la une des journaux de ce jeudi. La presse en a fait ses choux gras. Un événement politique majeur qui n'a pas laissé indifférent Mamles Camara, journaliste et analyste politique. C'est tout à l'honneur du Sénégal de jalonner ainsi sa progression démocratique par des épreuves qui ne sont pas du tout agréables ni pour l'opposition ni pour la majorité, mais qui constituent des sortes de rites de passage. Il faut qu'on passe par là pour faire avancer la démocratie et malgré quelques écarts de langage et quelques dérapages, je pense que dans l'ensemble, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale a été une sorte de démocratie en acte, c'est-à-dire on sort de l'univers du discours, le Sénégal, grand pays de démocratie, pour nous soumettre à l'épreuve des faits démocratiques. Dans les rues de la capitale, la motion de censure continue de faire débat. Pour la plupart des citoyens rencontrés, les débats d'hier devant la représentation nationale cadrent bien avec les attentes du peuple. Ça a été fructueux pour la démocratie sénégalaise. Parce que d'autant plus qu'il paraît, peut-être que je n'étais pas encore né, on l'a fait avec Mamadou Dia et ça a marché. Mais cette fois-ci, on a suivi et on était sûr que ça ne pouvait pas passer. On a bien apprécié parce qu'il était temps quand même que tout soit clair. Et le Premier ministre a été vraiment clair avec tout le monde. Il nous a bien expliqué ce qui s'est passé. La preuve, ce qui s'est passé à la fin. Il y en a qui sont partis, mais comme il disait, pour le différer, on va voir après. J'ai remarqué que ça a été une bonne chose dans la mesure où ça donne une certaine clarification de comment le pays est dirigé.
Parce qu'une assemblée comme ça veut dire que plus il y a plus de discussions, plus il y a plus de vérité et que les gens sachent là où se situe le pays actuellement. Cela dit, certains Sénégalais ne cachent pas leur amertume. Ils pensent que la politique politicienne avait pris le dessus sur les priorités de l'heure. Pas bon pour la démocratie sénégalaise. Ce n'est pas du tout bien. Tout le temps des querelles, des histoires. Démocratiquement parlant, c'est tout à fait normal que cela se fasse. Mais je pense qu'actuellement, avec les difficultés du moment, il serait mieux quand même que les gens essaient de s'occuper d'autres choses, vraiment de s'occuper du vécu des Sénégalais, alléger les souffrances et peut-être essayer de trouver vraiment ce qui pourrait vraiment faire rebondir le pays. Compte tenu des réalités que vit le Sénégal, moi je pense que cette motion n'avait pas sa place. Les points de vue sont partagés, à chacun sa vision de la démocratie, à chacun ses attentes. Toujours attentif à tout ce qui se passe dans l'hémicycle. Vraiment beau, après le rejet de la motion de censure hier à l'Assemblée nationale, la presse de ce matin est largement revenue sur le sujet au moment où certains journaux évoquent l'échec du groupe des libéraux et démocrates. D'autres se focalisent sur l'attitude du Premier ministre. Revue de presse signée Hamidou Diop. De censure revient à la une des quotidiens et c'est le journal Enquête qui nous en parle. Abdoul Mbaye brise la censure, titre à sa une ce journal qui ajoute Omar Sarr, Karim et Sindiély Wade vilipendés. Selon nos confrères du journal Enquête, seuls 14 députés ont voté la motion déposée par le groupe des libéraux et démocrates du PDS, une censure ou plutôt une bérésina libérale pour reprendre Enquête. Hier, il fallait toujours, selon ce journal, être à l'Assemblée nationale pour voir Abdoul Mbaye déroulé dans un exercice qu'il affrontait pourtant pour la première fois. En réfutant les opérations de blanchiment d'argent, il s'est hissé à la hauteur de l'accusation. Une accusation qui, selon l'Observateur, n'a pas porté ses fruits parce que Abdoul Mbaye a démonté ce qu'il qualifie de contre-vérité et de légèreté. Selon l'Observateur qui cite le Premier ministre, cette motion de censure n'avait qu'un seul objectif, détourner l'attention des Sénégalais de l'entreprise d'assainissement de la vie publique qui est en cours. Et comme devant une cour, le Premier ministre a fait un grand oral et c'est l'analyste politique Mamles Camara qui le dit dans les colonnes du journal L'Observateur. Le journaliste d'ajouter le contexte lui était favorable parce que les libéraux d'abord étaient minoritaires. Ensuite, leur temps de parole, 6 minutes, n'était pas suffisant pour convaincre, surtout que les initiateurs de cette motion sont sous le coup d'une condamnation morale. Ce que le banquier n'a pas oublié d'ailleurs de rappeler à ses détracteurs. Un rappel à la hauteur de la provocation parce que selon Sud Quotidien, Abdoul Mbaye était toute griffe d'or. Toutes les accusations, blanchiment d'argent, recel, faux et usage de faux, le banquier a amené à l'aide de preuves les répliques nécessaires. Nécessaires mais pas suffisantes selon Modiane Fada dans Direct Info. Les libérales qui se contentent, nous avons réussi une grande prouesse, celle d'avoir mobilisé tout le gouvernement. Et selon Modiane Fada, toujours dans les colonnes de Direct Info, même si la motion n'est pas passée, le Premier ministre a été quand même atteint. Atteint. Comment ça atteint? S'interroge Libération qui insiste pour savoir si les libéraux parlent bien de blanchiment. Nos confrères de Libération de dire l'histoire bégaye terriblement parce que parmi ces accusateurs, il y a un ancien ministre que la CENTIF a mis en cause pour blanchiment de fonds publics détournés. Et plus grave encore, plusieurs hauts responsables du PDS ont été épinglés par la CENTIF au fil des années. L'année tire à sa fin et cette motion de la diversion, comme le dit Abdoul Mbaye dans Le Pays au quotidien, est un cadeau de Noël, un cadeau qu'il a emporté chez lui après 5 heures de débat d'une rare intensité. Le Sénégal s'est doté d'un nouveau code des impôts. Le vote s'est effectué ce matin à l'Assemblée nationale. Prétexte pour le ministre de l'Économie et des Finances de s'expliquer sur ce nouveau code. Les députés, de leur côté donc, ont demandé l'augmentation des taxes sur le tabac, la baisse du prix des loyers, entre autres. Ibrahim Andaon. Il passe comme lettre à la poste. Le projet de loi du nouveau Code général des impôts a été voté à l'unanimité. L'amélioration de la qualité du dispositif fiscal, l'accroissement du rendement budgétaire de l'impôt, entre autres, des mesures qui expliquent la refonte du Code général des impôts. À ces différentes dispositions, les élus du peuple applaudissent des deux mains. Seule ombre au tableau, l'impôt passe désormais de 25 à 30% pour les sociétés. C'est une option, bien entendu, que je ne partage pas. Et ma conviction idéologique aussi me recommande de travailler à aider plutôt les entreprises. Parce que ne l'oublions pas,
Vous vous êtes engagé dans une entreprise de trouver du travail aux jeunes Sénégalais. Vous avez promis 500 000 emplois aux jeunes Sénégalais. C'est clair que la fonction publique ne peut pas absorber tous les chômeurs. C'est vrai que l'auto-emploi va se développer. Mais tout le monde sait aussi que si les entreprises ne sont pas soutenues, certaines d'entre elles vont fermer. Nous avons procédé à des études qui ont montré que la baisse de l'impôt sur les sociétés qui était intervenue en 2005, que cette baisse n'a pas eu un effet direct important sur l'investissement qu'on recherche. Son utilisation excessive est synonyme de mort. C'est le tabac. Cette denrée est taxée à 45% par notre pays, un pourcentage non proportionnel selon les députés par rapport à ses conséquences négatives. Le tabac n'était pas bien taxé. Il y a une taxe spécifique, mais la taxe spécifique ne concerne que le produit fini. Or, le produit qui est importé, qui arrive au Sénégal, n'est pas taxé. Ça veut dire qu'elle est exonérée totalement de toute taxe. Certes considéré comme un outil de perception des recettes, ce nouveau Code général des impôts accorde une place importante au volet social. La mesure phare de ce Code général des impôts qui est la baisse de l'impôt sur le revenu. Je voudrais dire que ça va de 15%, cette baisse pour les plus nantis, pour les plus riches, jusqu'à une baisse de 100% pour les plus pauvres. Les parlementaires ont saisi l'occasion pour revenir sur la conception de l'impôt des populations sénégalaises. À cet effet, ils ont précisé que les Sénégalais ne sont pas réfractaires au paiement des impôts, mais seulement le problème de l'information reste une équation à résoudre. Le nouveau Code général des impôts qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale va entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Il consacre beaucoup d'innovations, baisse de la TVA, suppression de la vignette, hausse de l'impôt sur les sociétés, baisse des coûts de transactions immobilières, des mesures qui sont appréciées différemment par les entreprises, organisations et syndicats concernés. Pour en savoir un peu plus sur les grandes lignes de ce code et les réactions suscitées, je vous propose de suivre ce dossier réalisé par Aramda. C'est l'ensemble des livres du Code général des impôts qui a été réécrit. Une refonte totale. Et des innovations majeures de ce code toiletté. Un point attire de loin l'attention. La baisse de l'impôt sur le revenu. Avec l'application de cette mesure, l'État va renoncer à près de 29 milliards de recettes. Généralement, le commun des Sénégalais a un revenu, je pense, qui tourne autour de 200 à 300 000. N'est-ce pas? Pour cette catégorie de revenus, on s'est rendu compte que pour une personne célibataire, l'impôt diminue presque de moitié. Donc vous imaginez l'importance de la baisse s'il s'agit d'une personne qui est mariée, n'est-ce pas, qui a des enfants à charge. Baisse de la fiscalité sur les salaires, presque plus d'impôts pour certaines catégories de travailleurs. C'est ce que l'État appelle redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs. Ils ont longtemps fait les frais d'un système qui taxait 2 fois le revenu. Les syndicalistes n'ont jamais cessé de le dénoncer. L'impôt marginal était à 50%. Avec le nouveau code, l'impôt va revenir à 40%, l'impôt marginal. Et nous pensons donc qu'il faut saluer cette mesure. Au chapitre des innovations, une autre mesure non moins appréciable, la TVA qui, dit-on, ne sera plus un élément de coût pour l'entreprise. Elle est rénovée, de même que la fiscalité de l'immobilier. La TVA devient un impôt sur toute la ligne neutre économiquement. Si vous prenez le commerçant qui exerce donc une activité, vous prenez l'avocat, l'huissier, le notaire, toutes ces personnes-là, à partir du 1er janvier donc 2013, vont voir leur cotisation fiscale baisser de façon significative. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'habitat social, le taux du droit d'enregistrement est ramené à 1%. Assez critique par rapport à l'ancien code, les autorités de la Direction générale des impôts évoquent un système fiscal obsolète. Il avait tout simplement atteint ses limites. Je confirme que le code était devenu illisible, complexe et était source non seulement de non-transparence mais de contentieux fiscal.
Nous avons donc commencé par une démarche participative. C'est de voir tout le monde, les acteurs du secteur privé, les syndicats. Pendant 2 ans, ils ont travaillé sur le fond et la forme. Les réformes qui en sont sorties sont diversement appréciées. Si pour les personnes physiques, cadeau de Nouvel An ne pouvait être plus magnifique, pour les entreprises, on digère difficilement l'impôt sur les sociétés. Il passe de 25 à 30%. Si on disait que l'IS passe de 25 à 30% pour 3 ans, n'est-ce pas, le temps que les recettes fiscales soient améliorées et qu'on revienne à ce taux uniformisé de 25%, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, passer de 25 à 30% comme ça d'autorité, on en prend acte, nous, entreprises du secteur privé. Mais nous ne pensons pas que ce soit la bonne solution, en tout cas, à terme. Autrement expliqué, cette mesure prend un sens différent. En réalité, si vous investissez, l'État vous accompagne et vous consent des diminutions, n'est-ce pas, par rapport à l'investissement, des diminutions qui peuvent aller jusqu'à un amoindrissement de 50% de la base imposable de l'impôt. Ce que les entreprises payaient hier et avant-hier ne devrait pas bouger de manière fondamentale. Il y a même des secteurs, nous pensons qu'au niveau du secteur des assurances, le taux effectif d'imposition pourrait même baisser. La presse s'est aussi invitée au débat. Les éditeurs et autres patrons de presse réclament des dispositifs spécifiques. Nous avons actuellement une activité qui n'est pas rentable. Et la Direction générale des impôts et domaines et ses différents services le savent bien dans la mesure où ils connaissent les états financiers, la situation financière et comptable des entreprises de presse. Donc on n'invente rien. Ils connaissent la réalité, ils savent que ce secteur-là n'est pas capable de pouvoir payer les impôts comme le feraient les autres secteurs d'activité. Les pourparlers se poursuivent entre la presse et les autorités. Sur un autre volet, les commerçants, eux, ont trouvé un consentement fiscal. Nous sommes entendus de les imposer sur leur chiffre d'affaires. C'est pour ça donc que nous avons proposé au gouvernement de 0 francs à 10 millions. Ils devaient payer par exemple 1% sur 10 millions par an. Et quand vous prenez 1% sur 10 millions par an, ce commerçant doit payer 100 000 francs par an. Il est clair qu'en renonçant à autant d'argent, l'État va trouver des recettes palliatives. La taxe sur les produits éclaircissants et les grosses cylindrées connaîtra une hausse. La vignette, qui n'est payée que par 30% des assujettis, sera supprimée et intégrée dans le prix du carburant. Aujourd'hui, on est inscrit dans une logique de transparence. Le Code général des impôts va être le siège unique de toute la fiscalité intérieure. De 1992 à maintenant, le Code des impôts a été assez souvent rénové, mais jamais intégralement réformé. Ses rédacteurs sont fiers de l'avoir rendu lexicalement plus simple et compréhensible. Le Code entre en vigueur le 1er janvier 2013, ce qui veut dire que la baisse de l'impôt sur les salaires se sentira à la fin du même mois. Voilà, dossier de Aramdao sur le nouveau Code général des impôts. Le Fouladou a réservé un accueil chaleureux à Abdoulaye Baldé. Le responsable apériste a effectué sa première visite à Kolda depuis son entrée dans le gouvernement. Profitant de son séjour, les militants de l'APR ont tenu un meeting pour appeler à l'Union des fils du terroir pour le développement de la Casamance. Reportage Nene Ndiaye, Massayar Thiaw et Bachir Ba. Bantangel, Doumassou, Saré Moussa, Escale et 6 kilos, entre autres, des quartiers de Kolda qui se sont mobilisés pour accueillir Abdoulaye Baldé. D'autres localités des autres départements de la région ont tenu à célébrer le retour de celui que l'on surnomme ici Bibi. Il revient à Kolda pour la première fois depuis qu'il est ministre. Lorsqu'il arrive, c'est l'euphorie. Le cortège emprunte les artères de la ville. Les Koldois escortent leurs fils, frères, amis ou parents. L'enfant du Fouladou rend visite au chef de l'exécutif régional avant de regagner la maison familiale. Partout, on l'attend. L'émotion est grande quand Abdoulaye Bibi Baldé arrive à son domicile. La mobilisation du lendemain est encore énorme malgré l'heure tardive. Les intervenants ont salué la nomination de fils de la région à des postes de responsabilité, ce qui démontre que le chef de l'État a confiance en Kolda, déclare-t-il. Kolda doit relever le défi et pour y parvenir, ses fils ont l'obligation de s'unir. S'unir pour le développement de la région et du Sénégal, ils appellent à épouser les idées du président Macky Sall. Je voudrais lui témoigner
la reconnaissance et la gratitude de toute la population de Kolda et lui dire que nous, population de Kolda, sommes tous mobilisés, comme en témoigne cette manifestation, derrière lui et son parti, l'APR, en vue d'assurer un succès éclatant à sa politique de développement. Nous, population de Kolda, sommes déterminés plus que jamais à accompagner le président de la République et à assurer une éclatante victoire au parti APR et à la coalition de Benno Bokk Yakaar lors des prochaines joutes électorales, notamment les locales de 2014, et Kolda a fait son choix déjà. D'importants projets et programmes sont prévus dans cette partie du pays. Les Koldois seront édifiés à l'occasion du Conseil des ministres qui se tiendra ici prochainement. La communauté rurale de Ndangalman dispose désormais d'une ambulance. Elle a été offerte par Mor Ngom, directeur de cabinet du chef de l'État et fils du terroir. Il a aussi remis des ordinateurs au collège d'enseignement moyen de la localité. Une visite qui a permis aux apéristes de Ndangalman de battre le rappel des troupes. Abdou-Aziz Ban. C'est à une véritable démonstration de force qu'on a assisté à Ndangalman. Les apéristes, sous la houlette du directeur de cabinet du président de la République, ont battu le rappel des troupes. Mor Ngom en a profité pour remettre une ambulance au poste de santé et des ordinateurs au collège d'enseignement moyen. Je crois que la population de Ndangalman, le président Macky Sall a fait ce qu'il vous avait promis. Tous ensemble, nous devons le remercier. Mais ce n'est pas un remerciement. C'est qu'ensemble, nous devons travailler pour mériter cette confiance. Merci beaucoup. Des questions d'actualité soulevées au cours de cette visite du fils du terroir. Mor Ngom est d'avis que nul ne doit s'attaquer au président de la République. Nous ne le répéterons jamais assez. Mais celui qui le fera, demain, il nous trouvera sur son chemin. Et l'État prendra toutes ses responsabilités. Les populations se sont réjouies de ce geste de haute portée. Elles comptent ainsi massifier le parti à Ndangalman et environ. Le gouvernement du Sénégal va doter la zone sylvopastorale d'une vingtaine de forages en 2013. L'information est donnée par le ministre conseiller Abdoulaye Seydou Sall. Le collaborateur du chef de l'État prenait part au forum sur le financement de l'élevage tenu dans le département de Ranérou et de Dakar. Mamadou Samambo. Le développement de l'élevage dépend pour l'essentiel de la disponibilité de l'eau. C'est pourquoi les forums sur le financement de l'élevage tenus respectivement ici à Ranérou et à Dara Djolof ont consacré une large part de leurs travaux à cette épineuse question de l'accès à l'eau. Un accès jusque-là très en dessous des besoins des populations et du cheptel. Tout le monde sait que le département de Ranérou-Ferlo est un département qui a soif, qui a toujours eu soif, parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il n'y a eu que 19 forages réalisés et le président de la République, en une année, va réaliser 20 forages. Et c'était un engagement qu'il avait pris le premier jour de campagne officielle dans son meeting de Ranérou-Ferlo. Abdoulaye Seydou Sall était porteur d'un message personnel du président de la République, Macky Sall. Les populations ont profité de l'occasion pour demander à leurs représentants à l'Assemblée nationale de les informer sur le niveau de prise en compte des préoccupations du Ferlo par le budget 2013. Et il revenait à l'honorable député Aliou Sow de faire l'exercice. Il est prévu des pistes de production pour désenclaver la zone, mais aussi un tribunal départemental pour plus de proximité avec les justiciables. Des projets pour améliorer la condition féminine sont aussi au programme. D'ailleurs, la ministre en charge de la question viendra à la rencontre des femmes du Ferlo. Rendre compte et en temps réel de la mission de mandataire du peuple, cela participe de la rupture, conclut le ministre conseiller Abdoulaye Seydou Sall et les députés venus participer à ces assises sur le financement de l'élevage. Santé, pilier du développement, c'est le thème de la caravane de soins gratuits qui visite la vallée du fleuve Sénégal. 5 localités sont prises en charge. L'initiative est de 2 opérateurs économiques de la zone, Khalidou Wagué et Amadou Conté. Ce soir,
Notre reporter Tierno Ahmadoussi nous propose les passages de Bokidiawé et de Sadel, deux localités situées dans la région de Matam. Bokidiawé est son poste de santé. Ici, près de 12 000 personnes sont prises en charge par la structure sanitaire et les difficultés ne manquent pas. Il n'y a pas pratiquement de spécialité ici au niveau de la périphérie. Il n'y a pas de gynécologie, il n'y a pas de cardiologie, il n'y a pas de pédiatre. De ce fait, des fois, on a du mal à prendre en charge certaines urgences qui nécessitent une prise en charge vraiment prompte. De bonne volonté ont décrypté le message. Là, il s'agit de soigner et d'assister les populations sans bourse déliée. ASFO a compris tout. Il y a beaucoup de maladies qui sévissent actuellement, ne se trouvent que dans les régions, ne se trouvent qu'à l'intérieur du pays. Notre rôle, c'est d'aller diagnostiquer, voir ce qui se passe sur le terrain, essayer aussi de proposer des solutions adéquates à l'État. Vu le niveau de vie et le pouvoir d'achat des populations, il est nécessaire d'apporter des solutions par rapport à ça. Et une parmi tant d'autres consiste à déplacer des médecins de Dakar jusqu'à ici à Sadel ou bien Nguidjologne dans le monde rural pour apporter les soins primaires. Donc soulager les populations, les permettre de voir des médecins. Après Bokidiawé, cap sur Sadel, forte affluence au poste de santé. Ces journées médicales sont une aubaine pour ceux qui habitent la contrée. Ici, comme vous le constatez, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de centres de santé, il n'y a que des petits dispensaires qui ont été faits par nous-mêmes, les immigrés et autres. Donc aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il est nécessaire qu'on fasse quelque chose au bénéfice de ces populations retirées. Parce qu'on a un très grand problème ici. Même notre hôpital, Ourossogui, n'est pas fonctionnel à 100%. Des fois, on a des cas qui sont critiques. Donc c'est à cause de ça qu'eux, ils ont fait cette caravane pour la première fois et continuent de faire pour soulager la population qui est la population de Fouta. Pour les initiateurs de ces journées médicales, l'expérience sera démultipliée. L'objectif est d'être au chevet des populations de la vallée du fleuve Sénégal, quel que soit le prix. La communauté rurale de Keur-Socé, c'est dans la région de Kaolack, a organisé la 3e édition de la Ziara de Thierno Mountaga Daha. Ce dernier est le fils de Thierno Abdelaziz Tall, un grand érudit. Thierno Bassirou Tall, calife de la famille omarienne, a présidé la cérémonie en présence de talibés et sympathisants venus de partout. Claire Diop. Keur-Socé dans le département de Kaolack au sud-est de la communauté rurale de Ndiédiène. La localité comprend 71 villages pour une population d'un peu plus de 30 000 âmes. L'endroit ne désemplit presque jamais. Ici repose le vénéré guide religieux de la famille omarienne, Thierno Abdelaziz Tall. Les fidèles viennent de partout pour se recueillir et prier dans le mausolée. Depuis 3 ans, Keur-Socé organise la ziara de Thierno Mountaga Daha Tall, calife de Thierno Abdelaziz Tall. Familles, talibés, amis et sympathisants sont venus de toutes les régions du Sénégal pour assister à cette cérémonie religieuse. Le calife général de la famille omarienne, Thierno Mouhamadou Bassirou Tall, a présidé la cérémonie. À son arrivée, le guide est accueilli avec tous les honneurs par les habitants de la zone. Accompagné d'une forte délégation, le marabout a beaucoup échangé avec les populations. Il les a exhortés au respect strict des préceptes de l'islam. Thierno Mouhamadou Bassirou Tall, dans son discours religieux de haute facture, a séduit toute l'assistance. Ce défenseur de l'islam est largement revenu sur les bonnes relations qu'entretenaient El Hadj Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba et Serigne Ababakar Sy. L'homme est connu pour sa grande piété et son savoir religieux. Le calife a salué la présence à ces ziyaras des représentants de toutes les confréries religieuses du Sénégal. Le président de la République Macky Sall était représenté par le sous-préfet de Keur-Socé Al-Ousseynou Deme et El Hadj Ali Ndiaye, le président de la communauté rurale. Des prières et des zikrs pour la paix et la prospérité dans notre pays et dans le monde ont également ponctué cette 3e édition de la Ziara Thierno Mountaga Daha Tall. Parlons également de la 33e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne. En prélude à cet événement, les autorités gouvernementales ont tenu un CRD avec le comité d'organisation. Des mesures importantes ont été prises pour la bonne réussite de cette rencontre. Salut Sec.
À une semaine de la ziara annuelle de la famille omarienne, tout est fin prêt pour mettre les fidèles dans de bonnes conditions. Les autorités gouvernementales ont pris toutes les dispositions nécessaires pour la bonne réussite de cette grande rencontre. De la santé à la Sénélec, en passant par le volet sécuritaire, l'approvisionnement en eau, l'hygiène et l'assainissement. Bref, tous les volets ont été passés en revue. Et cela, nous sommes tentés, à la suite de cette réunion, de dire que toutes les dispositions utiles ont été prises pour une ziara sans difficulté. Satisfait des mesures prises par le gouvernement, le comité d'organisation apprécie à sa juste valeur l'engagement des autorités. Tout a été passé en revue dans ces différents volets, comme vient de le dire M. le secrétaire général, et le comité d'organisation exprime sa totale satisfaction. Et nous attendons que, Inch'Allah, que cet événement se déroulera dans de meilleures conditions, cette année encore mieux que l'année passée. La ziara annuelle est prévue du 4 au 7 janvier 2013. Elle commémore l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall et celle de Thierno Mountaga Tall, petit-fils et digne successeur de la Omar Foutiyou Tall. Religion toujours, parlons cette fois-ci de la communauté mouride de Mam Cheikh Ibrahima Fall. Les mourides retiennent l'image d'un fidèle compagnon, un homme dévoué à son maître Khadim Rassoul. Alioune Badara Kane est allé à Palène, dans la capitale du mouridisme, à la rencontre de son petit-fils Serigne Cheikh Fall Mbor, qui revient sur l'œuvre de son illustre grand-père. À Touba, Palène est incontestablement le fief de la descendance de Mam Cheikh Ibrahima Fall, le fidèle disciple et compagnon de Khadim Rassoul. À Palène, chaque jour, le rituel est le même pour les gardiens du temple. L'œuvre de Mam Cheikh Ibrahima Fall est sans cesse revisitée. Son petit-fils, Serigne Cheikh Fall Mbawor, il Serigne Alioune Fall, en fait un sacerdoce au grand bonheur des disciples. Mam Cheikh Ibrahima Fall, ce pro-soldat de Khadim Rassoul, a vu le jour à Ndiabi Fall en 1855. Issu de la haute noblesse du Kayor, il a pu bénéficier des enseignements de son père Modou Rokhaya Fall, un grand érudit. Animé par une forte soif spirituelle, il gèle toutes ses activités pour se consacrer exclusivement à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul après leur rencontre. Cette conversion de Mam Cheikh Ibrahima Fall au mouridisme est une date charnière pour la jeune confrérie. Il lui arrivait de quitter chez lui et de se retirer dans la brousse pour méditer. Mam Cheikh disait sans cesse à ses proches qu'il voulait rencontrer un élu de Dieu pour étancher sa soif spirituelle. Ces sorties devenaient de plus en plus fréquentes. Lorsqu'il a vu Khadim Rassoul, il a compris au premier regard que c'était celui qu'il cherchait. Mam Cheikh a automatiquement fait son acte d'allégeance. C'est lui qui a créé chez les mourides ce goût prononcé du travail, cette détermination à vivre honnêtement du fruit de son labeur. Mam Cheikh vivait en parfaite conformité avec les enseignements de Khadim Rassoul. Auprès de Khadim Rassoul, Mam Cheikh Ibrahima Fall était au four et au moulin, et toujours au service de son vénérable maître. Infatigable, Mam Cheikh prenait tout en charge. Rien ne devait manquer chez son maître. Il y veillait scrupuleusement. Durant toute sa vie, il a œuvré pour le rayonnement du mouridisme. Mam Cheikh Ibrahima Fall était un modèle, un véritable soufi qui ne cessait de chanter les mérites de son créateur. Dans la cour de Mam Cheikh, le zikr était et reste une obligation. Le
le 30 juin 1930, le bras fidèle de Khadim Rassoul, le travailleur infatigable, quitte ce bas monde et repose depuis lors ici à Touba. Son œuvre est immense, elle est toujours d'actualité. Dans son voyage d'exil avec comme destination le Gabon, Conakry a été la première ville où Cheikh Ahmadou Bamba a fait une escale, notamment dans une île appelée Kassa. L'île de Kassa est un endroit sacré selon ses habitants qui se sont érigés en protecteurs de cet endroit qui porte les marques ou les traces du passage du Cheikh. Envoyés spéciaux à Conakry, Massiré Faye, Cheikh Bamba Gueye. Dans la pirogue qui doit nous amener dans l'île de Kassa. Kassa qui constitue une étape importante dans le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous le savez, en quittant Dakar, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul a fait une escale ici dans cette île. Nous sommes en compagnie des fidèles, des talibés mourides qui résident ici à Conakry. Les femmes composées du Daïra Mam Diara Bousso nous accompagnent aussi dans ce voyage dans l'île de Kassa. L'île de Kassa, située à près de 7 km de Conakry, demeure l'endroit où Cheikh Ahmadou Bamba avait fait sa première escale sur le chemin d'exil au Gabon. L'île attire par sa tranquillité et sa végétation luxuriante. Et selon les habitants de l'île, il existe deux versions à propos de cette escale. D'abord, l'une qui dit que le Cheikh n'est pas descendu du bateau, ensuite une autre qui atteste le contraire. Cette deuxième, beaucoup plus plausible, se justifie par le fait que le bateau qui transportait le Cheikh était tombé en panne ici même. Certaines personnes pensent même que c'est ce bateau qui n'a jamais coulé qui est resté encore là. En tout cas, une chose est certaine, la natte de prière de Cheikh Ahmadou Bamba est encore visible avec ses traces restées intactes depuis lors. Là où le Cheikh a posé sa natte est toujours lisse avec une eau douce à côté sur les rochers. Et pour les habitants de Kassa, l'île est sacrée parce que toute sueur déposée sur cet endroit provoque une furie de moustiques dans le voisinage. Nos ancêtres nous disaient que cette île est sacrée. Pour la seule raison, personne ne venait s'y faire ses besoins personnels. Si quelqu'un vient s'y faire ses sales besoins, automatiquement le village sent par la prière des moustiques. La semaine là où l'année là, ou le mois plus tôt, le village est embêté par les moustiques. C'est quand les déchets partiront que le village se sent libre. Cette première étape, notamment ce passage à Conakry, dans cette île, revêt un sens et un symbole plein d'enseignements. Même sëriñ bi wala ki nga yaakaar wala ki nga xam ne moom nga doxale sa diggante sa borom itam war naa mën a am moom itam lu mu weccoo ak yow ca la nga ko jox ci lu baax fekk hadiya jum la jox la waroo yem rek na mu ko daa waxee moom ne bu ñu leen joxetee hadiya bu leen yem ci jël hadiya ji bége hadiya ji bégal borom hadiya ji waaye na ngeen delloo ki leen jox hadiya ci yàlla na ngeen ko xamal li koy jëriñ moom ndax nee na sama hadiya la wax sama hadiya fa Conakry sell na te nee na mooy li ma xamal Saalum bi te mooy xamal ko mbootum laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah kon day mel na itam liñ ci njëkk a jànge mooy képp koo xam ne ku ñu yaakaar nga wala ku ñuy roy nga wala ku ñuy liggéeyal nga ngir yàlla yow it war ngaa mën a yëg ne am nga lu la war sa digganteeg njaboot gi nga xam ne moom la yàlla booleel mooy war nga leen di gindi di leen teete di leen delloo ci yàlla saa bu ko laajee. Ginnaaw bi mu wanee fi mu teg boroomam ak ni mu ko ragale ak ni mu fonk waxtu julli gi nga xam ne moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi waaye bokk na ci liñ ciy jàngee it mooy soññ gum ñuy soññ ñun ay taalibeem ñun ñun ñu ko yaakaar ak képp ku di jullit fu la waxtu fekkati rek soo ko mënee def nga def ko te bañ caa xool lu lay gaañ wala loo xam ne lu lay nga jëriñ lay doon. Bientôt dans cette île de Kassa, une école et une maison seront construites. D'ailleurs, la première pierre a été posée. Et enfin, un appel a été lancé aux autorités de la communauté mouride pour aider les habitants à préserver la sacralité de cet endroit où Cheikh Ahmadou Bamba avait prié. Nous allons à présent dans les îles du Saloum. Les habitants du village de Ndiogan, dans Niodior donc, préparent activement un grand gamou. Un CRD est organisé dans ce sens à Foundiougne pour mieux accompagner l'événement. Les organisateurs ont devant le préfet de la localité décliné leurs besoins allant de la sécurité à la prise en charge des pèlerins. Sur ces points, l'autorité administrative rassure. Durant cette journée, le mausolée du guide religieux Mahmoud Cheikh Mafodé Lamine Ndong sera inauguré. Le khalife général des Hadres, Cheikh Bounana Aïdara de Mauritanie, sera l'invité d'honneur.
Le point de ce CRD à Foundiougne avec Claire Diop, Matar Kassé. Au départ de Fatick, il faudra faire un véritable parcours du combattant pour rallier Foundiougne. Ceux qui empruntent le trajet sont obligés de passer par la voie maritime. Une fois sur la terre ferme, les charrettes vous conduisent à destination. Ici à la préfecture s'est tenue la réunion préparatoire de l'inauguration du mausolée de Cheikh Mafodé Lamine Ndong. Devant l'autorité locale, les organisateurs ont exprimé les besoins pour une bonne gestion des pèlerins avant, pendant et après la cérémonie. C'est l'assistance à la fois matérielle, à savoir des tentes, des chaises, des pirogues, etc., de l'essence, du gasoil. Mais également, nous avons demandé une assistance sanitaire, un poste médical, également un service de sécurité. Par rapport à ces doléances, le préfet rassure, toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires seront prises pour un bon encadrement des pèlerins. Le shérif Cheikh Bounana Aïdara, khalife général des Khadr à Nimzat en Mauritanie, sera l'invité d'honneur de l'événement. Les habitants des îles du Saloum et particulièrement ceux du village de Diokhane s'activent pour accueillir le Saint-Homme. Au-delà de l'aspect religieux, les liens multiséculaires entre le Sénégal et la Mauritanie vont se raffermir davantage. Parlons à présent culture et nous allons à Kolda. Donc, le chanteur Djaliba Kouyaté a enflammé la capitale du Fouladou. La soirée a été organisée par le chef de la station de la RTS à Kolda, Mamadou Kanté, veut grâce à ses recettes de la soirée doter la station d'un restaurant et de chambres de passage pour les confrères. Commentaire Bachir Bar. Voici Djaliba. C'est le refrain entonné par les Koldoises et Koldois. Le chanteur a enflammé le Fouladou. Le public composé de Gambiens, de Bissau-Guinéens et de Sénégalais peut remercier un homme, Mamadou Kanté. Il a réussi la prouesse de rapprocher l'idole de ses fans, une initiative prise pour changer le visage de la station de la RTS à Kolda. Le directeur général de la RTS, Racine Talla, le directeur de la radiodiffusion nationale, le directeur de la télévision et tous les chefs de service de la RTS sont en train de nous accompagner, monsieur le ministre, aujourd'hui, pour que les deux autres projets qui restent, c'est-à-dire créer un restaurant qui va servir de salle de conférence dans l'enceinte de la RTS de Kolda, mais également des chambres de passage, monsieur le ministre, pour tous nos confrères, que ce soit la presse privée, que ce soit la presse écrite, pour qu'ensemble tout se passe dans l'enceinte de la RTS. C'est ça notre objectif. Le chef de la station a ainsi joint l'utile à l'agréable. Plusieurs personnalités de Kolda et des pays voisins ont assisté à la soirée. Vous voulez créer des services nouveaux, créer de la restauration, créer de l'hôtellerie pour créer ensuite des emplois. Je pense que c'est une initiative à saluer. Vraiment, monsieur le directeur, pour cette belle initiative, je vous encourage et vous exhorte à persévérer. Après la réfection de la station et la construction du mur d'enceinte, Mamadou Kanté pose un nouvel acte, ce pour le bonheur des agents, mais aussi des auditeurs de RTS Kolda. En sport, l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique a procédé à l'élection des meilleures sportives de l'année. Au niveau national, les membres de cette organisation ont choisi Isabelle Sambou. Elle est élue meilleure sportive sénégalaise. D'autres athlètes donc ont également été récompensés. Les responsables de l'UFRESA Sénégal entendent jouer une part active dans l'éclosion des catégories féminines. Henrique Bokoko. Pour la deuxième fois consécutive, Isabelle Sambou est élue meilleure sportive sénégalaise de l'année. La 7e championne d'Afrique de lutte, médaillée de bronze au JO de Londres 2012, ne cesse de marquer les esprits au sein de l'Union des femmes reporters sportives du Sénégal. L'organisation entend ainsi récompenser les plus méritantes. Pour cette année-ci, elle a eu le meilleur résultat au niveau des sportifs au plan national. Et donc, il était logique que ce soit elle qui soit élue. Hortense Diediou, championne de judo, et Amisen, spécialiste du lancer de marteau, championne d'Afrique en titre, occupent respectivement les 2e et 3e places du podium.
Pour la deuxième édition, des innovations ont été enregistrées. Au-delà de la mer sportive, nous avons également décerné 2 autres trophées. Le trophée spécial qu'on a également initié l'année dernière et qu'on a reconduit cette année. Ce trophée spécial est dédié au handisport, puisque ce sont des filles qui sont certes handicapées, mais qui se valorisent à travers le sport. Nous avons introduit un nouveau trophée qui est la Révélation 2012, puisque comme vous le savez, cette année-ci, on a eu l'équipe féminine de basket de U18 qui ont remporté les championnats d'Afrique ici à Dakar. La suprématie d'Isabelle Sambou repose sur l'abnégation et la régularité de ses performances, des critères qui ont prévalu lors de l'élection. Ce critère étant les Jeux Olympiques, c'était vraiment le baromètre pour choisir la meilleure sportive de cette année, puisqu'on a été en année olympique. Et donc, en plus de ça, Isabelle Sambou est une sportive régulière dans ses compétitions. Elle a réalisé de très bonnes performances. La cérémonie de remise de trophées est prévue pour le 12 février à la place du Souvenir. Les lauréats entendent représenter valablement le Sénégal au prochain gala UFRESA à l'échelle continentale. Voilà, nous terminons avec ces images qui viennent de nous parvenir. Une catastrophe domestique aux HLM Fass. Un incendie a ravagé 3 domiciles, des dégâts matériels importants, mais pas de perte en vie humaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de celle-ci. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.